Alors, Monsieur Sarto, andiamo, on va commencer par parler un petit peu de votre atelier qui se trouve au rez-de-chaussée. Je vous écoute. Alors, dans les années 60, on avait créé un petit groupe de graveurs, puisqu'il y avait pas mal de graveurs à Lausanne, notamment autour de Yersin. Il y avait des élèves, et d'excellents élèves, d'excellents graveurs, et on a créé le groupe L'Épreuve, début des années 60. Petit à petit, ce groupe de graveurs a pris une certaine importance et arrive 68, mai 68, avec toutes les revendications estudiantines, avec tout le remue-ménage qu'il y avait dans les universités, que ce soit à Paris ou à Lausanne ou en Italie. Il y avait la liste des revendications estudiantines. Et à un moment donné, nous, notre petit groupe, dans les discussions, on se trouvait en désaccord avec les étudiants. On trouvait que c'était, je caricature là, mais des petits bourgeois revendicateurs. C'était peut-être faux, mais Fils à papa. on les voyait un peu fils à papa, tapant du pied. Une liste des revendications tout à fait légitimes, mais rien contre. Donc pas de proposition. Non. On ne voyait pas les propositions qu'ils auraient pu faire. Par exemple, s'occuper avec leurs associations davantage des enfants qui ne savaient ni lire ni écrire quand ils sortaient de l'école primaire. Parce qu'il y en a. J'invente au fur et à mesure, mais c'est pas les choses qui manqueraient, et il n'y avait rien en contrepartie de la revendication. Enfin, je simplifie. À un moment donné, après des engueulades avec certains étudiants, on a décidé de se prendre en charge. Vous-même, de votre oui, côté. On va fabriquer notre outil de travail et on va demander non pas de l'argent mais du boulot. On veut du travail. Alors c'est là qu'intervient Anserny. Un jour, il participait à une de ces discussions et j'affirmais il nous faut du boulot, on prenait le contre-pied. On a dit nous on ne veut de subvention ni de l'État ni du privé. Donc Anserny qui était un peu le grand frère, alors on peut dire. Oui. Alors lui il a saisi la balle au bond et il a dit si vous voulez du boulot, moi je vous en donne tant que vous voulez. Et vous aurez toujours du travail, vous avez toujours un livre à faire avec moi. Ce qui nous a engagés à monter l'atelier de Saint-Pré, garanti par le travail qu'il y aurait à faire. C'était rare d'avoir des éditeurs, et Ernie avait des éditeurs. Mais à Villette, vous étiez déjà avec un atelier de gravure. Alors, on a quitté Puyi, les presses artistiques, pour monter notre propre atelier à Villette. Et c'était le groupe L'Épreuve qui arrivait à Villette. Et le groupe L'Épreuve, comme tous les groupes de graveurs, vous savez, ils se défont après quelques années. Et ce qui reste du groupe L'Épreuve est devenu l'atelier de Saint-Pré. Mais donc à Villette, il y avait déjà du travail, mais oui. Encouragé par un agrandissement des perspectives. C'était tout petit. À Villette, on avait 40 mètres carrés et on construisait des presses. On a construit nos presses, on a construit notre... En fait, nous avons créé un espace de liberté. On a refusé d'avoir des statuts, on est un groupe qu'on pourrait qualifier d'anarchiste. L'outil appartient à celui qui en use. Et on a toujours agi de cette manière et on a partagé. Et combien y a-t-il d'anarchistes dans ce groupe? Au début, on était nombreux. Il y a eu, évidemment, à la base, il y a eu Yersin. Ensuite, j'ai retrouvé mon ami Flocon, qui était bien plus âgé que moi, et qui venait de Paris. Mais quand il venait, il logeait ici. Il restait le temps qu'il fallait pour dessiner ou graver un ouvrage.
On s'est retrouvé beaucoup avec Chavaz, qui n'avait rien d'un anarchiste, mais qui était très à l'aise dans cet espace-là, qui également avait sa petite chambre quand il venait gentiment travailler. Si vous êtes d'accord, on va tourner les pages de l'album Souvenir. Puis vous avez formé des jeunes graveurs aussi. Oui, oui. Voilà, qui aujourd'hui ont pris leur envol et sont des gens connus. Beaucoup sont partis avec une presse et ont ouvert des ateliers aux États-Unis, au Tessin, en France. Ils ont essaimé. Certains sont restés. Il y a Valentine Schaffer, que vous avez vue, c'est la fille d'un des pionniers de l'atelier de Saint-Pré. C'est leur fille, elle va reprendre le flambeau. Alors, un des principes de l'atelier, c'est d'additionner du savoir. C'est-à-dire de ne pas faire de cachotterie. Vous savez, les artistes, ils ont la manie, des fois, de garder des petits trucs pour eux. Et là, notre principe, c'est de tout montrer. Il n'y a donc pas non plus de chef, tout le monde est à peu près à égalité. Oui, j'avais été froissé, déçu à Paris, parce que j'ai habité pendant 12 ans. J'ai travaillé dans l'atelier de Leblanc, qui était un grand atelier à l'époque, et j'ai vu la mésentente mais profonde qu'il y avait entre les ouvriers taille-doucier et les artistes. Et je me suis dit, si un jour j'ai un atelier, il faudra que les artistes deviennent eux-mêmes des taille-douciers, qu'ils soient à l'occasion les ouvriers d'autres artistes. Et pour ça, il y aura une difficulté à surmonter, c'est d'obtenir le pied d'égalité. Il n'y a personne qui commande, on travaille ensemble. On essaye de résoudre tous les problèmes techniques ensemble et si on est nombreux, on pourra résoudre tous les problèmes qui se posent. Et ce fut le cas. Pour la gravure, quelles sont les commandes que vous avez? Parfois, c'est un éditeur improvisé qui a envie de faire une fois dans sa vie un beau livre. Ça s'est trouvé. Ça devient rare. Ça devient rare, mais on aimerait susciter ce genre de vocation. Bref, il veut faire un livre parce qu'il a un très beau texte qui le travaille. Ça a été le cas, par exemple, avec Palaisieux. Son éditeur, son ami à lui, voulait Les eaux étroites de Julien Gracq. Et son ami, le graveur, a illustré. On a fait un livre superbe. Voilà la commande idéale même, dirais-je, de tout un travail avec un éditeur, un poète et le graveur. Puis vous avez la liberté du choix du sujet, où on vous suggère en général, je veux un paysage, je veux ceci, cela, comment ça se passe? Un éditeur qui veut se faire plaisir, et veut faire ce livre, vient nous trouver et il se rend compte que un livre, il commence par le papier. On va choisir un beau papier. En l'occurrence, il y avait assez de moyens pour faire fabriquer le papier. On va en France chez un gars qui fabrique du papier, c'était Duchesne, dans Dordogne, fabrique un très beau papier. Voilà. Ensuite, on cherche une belle typo qui va avec le texte, et ça, c'est la connivence entre l'éditeur et le poète. Il faut se mettre d'accord. Et ensuite, il faut réunir tout ça. Il faut trouver le format. C'est tout un travail préliminaire qui est enthousiasmant. C'est la belle part. Ensuite, il faut faire le tirage. Alors là, il faut faire des bons à tirer. Il faut se mettre d'accord sur la qualité de l'encre. Pour la typographie et pour la gravure, il faut un bon mariage.
Et pour finir, il y a eu la reliure même. On a trouvé un plein cuir pour les exemplaires de tête. Et ça donne vraiment un livre de bibliophile. Mais vous, la page où va y avoir la gravure, c'est vous qui allez l'imprimer? Oui. Puis ensuite la donner à l'imprimeur ou C'est-à-dire relieur ou que comment le ça se passe? graveur, soit il est capable de tirer lui-même et il nous fait les bons à tirer, soit il vient chez nous et on commence par fabriquer l'encre, parce qu'on fabrique nos encres. Et c'est tout un travail où le temps ne compte pas. Il y a des gens qui font le tour du monde avant de mourir, d'autres qui veulent faire un livre parce qu'ils ont déjà fait le tour du monde. C'est votre cas? Ben, je ne bouge pas. Monsieur Hans Lernie, que vous avez bien connu, Oui. a laissé tomber ses outils pratiquement le jour de son décès, il y a quelques semaines, à 106 ans. Qu'est-ce qu'il en sera pour vous, pour autant qu'on puisse se projeter dans l'avenir? C'est un phénomène, Hans Lernie. Alors, ça me rappelle la réponse de Buñuel. On lui a posé la question, est-ce que vous allez continuer à faire des films jusqu'à quel âge? Il avait 80 et quelques quand on lui a posé cette question. Et il a répondu, je ne me pose pas tellement cette question, mais je ne veux pas devenir un vieillard prodige. Alors ça, c'est une photographie de Balthasar Burckhardt, un très grand photographe. C'est une hélio en couleur, tirée à partir du négatif, donc ce n'est pas une reproduction, c'est l'image originale, et elle est tirée sur par une plaque de cuivre, donc en hélio, avec cette particularité, c'est que toutes les couleurs sont sur la même plaque et il n'y a qu'un seul passage. Il n'y a pas de superposition dans cette image. Et ça, c'est fait dans vos ateliers? Oui, une commande du musée d'Orsay pour figurer dans les exemplaires de tête du catalogue de Courbet. Donc c'est un hommage à Courbet. Eh bien, c'est un livre comme nous aimons les faire. C'est un livre, donc, l'auteur c'est Valentine Schopfer. Le titre c'est L'inattendu de l'héliogravure, c'est de l'héliogravure en couleur. Et ont participé là des amis. Il y a Virginie Favre, qui est une jeune poétesse. Il y a Freddy Buache, qui est connu. Rainer Michael Messen, qui est l'ancien directeur du cabinet Zessam de Genève. Et puis un petit texte de Ramu qui sort de l'ordinaire. C'est la halte des forains. Il s'agit d'un coq. Ici une autre œuvre de Valentine Schopfer. Une autre héliographie accompagnant un texte de Ramu, Coucher du soleil. Ici ont été présentées des héliographies couleurs. La taille douce le sera dans le reportage sur l'atelier de Saint-Pré.